Les États faillis. Quand on parle des États faillis, souvent on pense à la Somalie. Somalie qui depuis 30 ans fonctionne de façon assez bizarre, où il y a différentes entités qui ont déclaré leur autonomie ou leur indépendance, et avec un pouvoir central qui ne contrôle pas grand-chose. Au lieu de dire État failli, je préfère dire État en faillite, pour failed states, mais ce qui est même mieux, parce qu'il ne faut pas prendre les choses avec un œil d'occidental, qui dit que certains États sont faillis, mais plutôt de parler d'États en construction, peut-être en construction suivant leur modèle, parce que ces États existaient, ces entités existaient, ces peuples ont toujours existé, mais peut-être pas dans la façon que eux conçoivent. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Somalie, l'histoire récente, savent que le dernier chef de l'État, un État plus ou moins centralisé, disons fort, c'était Siad Barre. Il a quitté le pouvoir, c'était en 90-91, et puis depuis, il y a eu une longue guerre civile, et aujourd'hui, on a le Somaliland qui s'est proclamé indépendant, on a le Puntland aussi qui est autonome, on a aussi d'autres entités fédérées, Jubaland et Douza. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Le Somaliland n'est pas reconnu internationalement, mais ça n'empêche pas de fonctionner et d'avoir des rapports internationaux avec d'autres pays, notamment les voisins comme l'Éthiopie, Taïwan, etc. Donc c'est un modèle différent, c'est quelque chose qui peut s'imposer. Cette flexibilité, cette souplesse en Somalie permet évidemment à des entités comme des combattants de la foi, je dirais des combattants de la foi, on entend souvent parler des Al-Shabaab, qui auraient prêté allégeance à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Et comme ils mènent des attaques contre les voisins ou bien contre des pays étrangers, des États comme les USA, parfois, bombardent la Somalie pour contrôler ces combattants de la foi. Donc, on a ces Al-Shabaab et qui vont beaucoup plus loin puisqu'ils attaquent des fois le Kenya et on les retrouve même jusqu'en Mozambique. Ils ont des contacts avec leurs homologues mozambicains. La communauté internationale n'est pas restée passive, l'Union africaine non plus. Elle a essayé de prêter main forte à l'État central, mais depuis plus de 30 ans, ça ne donne rien. Beaucoup de pays ont intervenu, les États-Unis, la France, le Kenya, les pays voisins, l'Éthiopie, le Rwanda même, le Burundi, mais ça ne donne toujours rien, le pays est toujours divisé, mais les gens existent, les gens sont là. On est même parfois étonné par certaines images de Mogadiscio ou de Hargeisa, où on voit que il y a des constructions tout à fait convenables, ça fonctionne, les gens vivent, il y a des marchés, etc. Et donc, ce qui on aurait pu penser que c'était temporaire, dure depuis plus de 35 ans. Pour qualifier ce qui se passait en Somalie dans les années 90, on utilisait le terme de somalisation qu'on appliquait aussi à d'autres pays. On disait aussi que le Rwanda était en phase de somalisation, le Congo, la RDC, le Zaïre, somalisation. Bon, ce qu'il y a, c'est que la Somalie, ce n'est pas une exception. La Somalie, ce n'est pas une exception. Bon, là, c'est la somalisation en Somalie. Alors, les somalisations ailleurs, on a des congolisations, des rwandaïsations. Au Sahel aussi, il y a certains pays dont les États centraux ne sont pas très forts et ne contrôlent pas tout le territoire. Alors, au Mozambique aussi, il y a des Al-Shabaab ou bien des gens affiliés à l'État islamique qui contrôlaient une partie du pays. Le Rwanda est intervenu. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est fréquent. L'actualité, c'est le Congo. Pour le Congo, on parle plutôt de balkanisation, comme quoi des forces étrangères, des pays étrangers voudraient dépecer le pays, le couper en morceaux
pour en profiter, donc pour exploiter ses richesses. Hein. Et donc là, ça serait indépendant de la volonté des habitants, des Congolais. Contrairement à un pays comme la Somalie, où c'est pas vraiment, on peut pas dire qu'il y a des forces étrangères qui ont voulu diviser ce pays, bon, à moins que, bon, on peut toujours trouver des complots, on ne sait jamais. Mais donc, pour le Congo, hein, je ne sais pas si on va dire la congolisation, ça serait les forces extérieures, mais dans les faits, c'est plutôt la faiblesse de l'État central à s'imposer qui fait que le pays est éclaté avec des groupes armés partout et même des forces étrangères. Peut-on dire de la RDC, de la République démocratique du Congo, que c'est un État failli, un État en faillite? C'est un État qui a été voulu, qui a été fabriqué par le roi Léopold II, le roi belge, hein, qui en fait au départ c'était, on disait que c'était l'État indépendant du Congo, mais c'était la propriété privée du roi des Belges, le roi Léopold II. Et une fois qu'il est décédé, c'est la Belgique qui a repris la succession et qui a géré le Congo jusqu'à l'indépendance. Donc c'est pas un État qui a été voulu par les Congolais, par les habitants qui se seraient battus pour mettre ça en place. C'est quelque chose qui a été fabriqué de toutes pièces par la Belgique, par le roi des Belges, et puis ensuite la Belgique a géré et puis il a transmis. On parle beaucoup de l'intégrité territoriale du Congo, mais ça concerne aussi beaucoup d'autres pays, hein, avec des frontières, comme on dit, poreuses. L'intégrité territoriale ne peut être assurée que si on a une armée, une administration forte. Donc ça ne se fait pas tout seul, et puis c'est pas la communauté internationale, l'Union africaine ou les pays voisins qui vont assurer l'intégrité territoriale de tel ou tel pays. Ils peuvent donner un coup de main de temps en temps, mais que ce soit les Nations Unies ou des forces étrangères ne peuvent pas rester là constamment. Et bien entendu, si un pays n'assure pas son intégrité territoriale, ben, des voisins peuvent en profiter, mais aussi des entités locales. Hein. On peut avoir des bandes armées, des groupes armés, bon, qui font ce qu'elles veulent.